Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Hello, bienvenue dans le podcast. Hello, bonjour, merci. Alors, je vais te laisser te présenter, toi et tes activités. Très bien, très bien. C'est pas toujours un exercice évident à faire. On a l'impression qu'on ne sait plus qui on est et ce qu'on fait. Ouais. Mais, donc, je m'appelle Georges. Actuellement, je suis danseur, professeur de danse et matelot et performeur, on va dire aussi à côté. Ça va falloir que tu l'expliques du coup. Absolument, je trouve que j'aime bien être flexible et faire les grands écarts entre les activités. Donc tout ça est arrivé par accident, hein, ou pas. Et donc danseur, comment ça a commencé? J'ai toujours voulu danser. Et évidemment, ça n'a pas été quelque chose que mon entourage a soutenu tout de suite. Donc, je me suis lancé dans des études d'histoire. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai tenté la licence. Je me suis complètement orienté vers la danse. Et donc, j'ai fait une formation en sachant que j'avais commencé la danse à 15 ans. Aussi par hasard, où j'ai vu une amie qui dansait dans la porte ouverte de son école et j'ai décidé de rejoindre son école et c'est comme ça que l'aventure a un peu commencé. Mais j'avais aucune intention de d'en faire vraiment mon métier. Et c'est la rencontre d'une de mes profs à Paris en faisant mes études d'histoire qui m'a orienté vers une école de danse et là le parcours, l'aventure de l'artiste-interprète a vraiment commencé. Donc j'ai fait une formation pro pendant environ 3 ans et très vite je commençais à travailler en compagnie. C'était surtout en danse jazz. Et puis après j'étais un peu vers la danse contemporaine aussi et puis des choses plus danse africaine et aussi de la comédie musicale. Et donc j'ai fait ça pendant 15 ans. 15 ans avant de me dire que j'en avais marre de faire des tours, des pirouettes et des sauts et que j'avais envie de plonger dans un autre univers. Et là, je suis arrivé sur les bateaux il y a 4 ans. Alors, comment c'est arrivé ça du coup? Alors en fait, je pense que c'est marrant, je pense que j'ai une intuition qui me guide, hein. C'est un peu ésotérique on va dire, mais j'ai toujours aimé les bateaux, mais sans vraiment trop expliquer quelle est cette relation. C'est quelque chose pour lequel j'avais un peu d'intérêt sans vraiment connaître. Parce que dans mon entourage, enfin si, il y a mon frère qui fait du bateau, donc mais bon, j'étais pas vraiment très proche de son activité. Et donc un jour, avec une amie, on décide de faire un tour en bateau-mouche. Et donc on fait ce tour et tout, je me dis c'est quand même super sympa. Et c'est arrivé peut-être 3 mois après que j'arrête la danse. Et je cherchais une activité à faire. Et en fait, j'étais plutôt parti pour faire des heures de bureau dans quelque chose de très, comment dire, très différent de la danse, on va dire. Et donc, je me retrouve sur ce bateau et je me dis c'est quand même plutôt pas mal comme univers. Donc je me suis renseigné, je me suis rapproché d'eux, j'ai dit bon voilà, je cherche à bosser avec vous, comment ça peut se passer. Et donc j'ai pas bossé pour la compagnie des bateaux mouches, c'est là que j'ai découvert la Seine et le nombre impressionnant de compagnies de bateaux qu'il y a sur la Seine, alors que ça faisait un petit moment que je vis à Paris. Mais pour moi, la Seine, c'était traverser un pont tout simplement et c'est vite réglé. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec une compagnie de bateaux. J'ai fait une saison avec eux en tant que matelot, ils m'ont formé. Et le coup de cœur a continué. Je suis vraiment tombé amoureux du fluvial. Et c'est là que je me suis rendu compte que le réseau fluvial à Paris, mais aussi en France, est vraiment impressionnant. Et même le monde de bateau est aussi impressionnant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi un métier passion, être pilote et être matelot.
Et donc, ceux qui m'ont formé, ils m'ont un peu transmis ça et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour. Et ça continue, hein, donc je continue encore sur les bateaux, j'ai pas arrêté. Même si je suis vraiment revenu à la danse là depuis quelques temps. Et comment tu as eu envie de refaire cette bascule vers la danse, si ça te plaisait autant d'être matelot? Je pense que le Covid est passé par là. Oui, mais dans la danse aussi, pour le coup. Mais ouais, en fait, le Covid a rebattu les cartes en me disant, ok, c'est top le bateau, tout s'est arrêté, mais que c'était quand même dommage d'avoir fait 15 ans de danse, enfin, ça a été ma passion. Donc, je pense qu'il y a eu un moment où j'avais besoin de faire le deuil de la danse et je pensais que je l'avais fait. Après avoir pas fait un peu ce deuil, il y a aussi un peu je dirais pas de regret, mais où la flamme, elle revenait un peu. Ouais, de Et nostalgie. Ouais, voilà. Ouais, je pense qu'il y avait un peu de nostalgie pour enfin, tout mon parcours de danse. Et dans l'idée, c'était de reconstruire des projets de danse, mais différemment. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis relancé la danse pour me former dans l'enseignement, pouvoir construire des projets pédagogiques. Et puis, je cherchais aussi un moyen parce que moi, je suis originaire des îles de Saint-Martin, et je cherchais un moyen finalement de partager tout ce que j'ai vécu avec Saint-Martin, essayer de construire quelque chose là-bas. Et je m'étais dit de me former pédagogiquement, pouvoir porter des projets pédagogiques. C'était ça en fait qui a initié un peu le retour. Et en faisant cette formation, je me suis rendu compte que après avoir arrêté la danse pendant 4 ans, le corps y répondait encore. Parce que ça aussi, c'était pas évident de me dire, est-ce que je vais être capable de redanser comme avant? Ouais, est-ce que tu retrouveras ton niveau? Est-ce que je C'est retrouverai super mon effrayant. niveau? Mhm. Tout ça, est-ce que ça va finalement très vite, hein. Et surtout qu'au moment où j'avais arrêté, j'étais dans une physicalité assez importante et à raison de je sais plus combien, peut-être plus de 25 heures de danse par semaine. Et quand ça s'arrête net comme ça, ça peut être assez perturbant. Oui, parce que du coup, pendant ces 4 ans, t'as plus du tout dansé. Plus du tout. Mais Et tu j'avais faisais un autre sport ou une t'avais... avération de la danse. Je veux plus entendre parler de la danse. Je veux plus. Et pas que de la danse, tous les artistes. Je veux plus entendre parler de l'art. Enfin, mais vraiment, j'avais fait un blocage. Et je me rappelle même, je m'étais un peu pris la tête avec un pote qui est plutôt plasticien, artisan. Et, euh, et à une soirée, il y avait une amie qui sculptait des méduses avec une machine. Enfin, c'était très minutieux comme travail. Et bon, voilà, c'était le petit de soirée entre artistes. Voilà, on parle, on discute. Et en fait, ça me parlait absolument pas. Et bon, je lui ai sorti la phrase, oui, mais l'art, ça sert à quoi? Mais bon, ça c'était parce qu'à l'époque, je pense que j'avais fait un rejet total de l'art par déception aussi, par plein de choses qui se sont mélangées. Et je pense que si quand on est artiste, je pense qu'il faut trouver sa voie, mais ça c'est aussi en lien avec aussi notre état. Soit se trouver sa voie pour soi et aussi sa voie artistique. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était un peu très flou, enfin tout était un peu mélangé. Parce que c'est assez... comment dire? C'est beaucoup de pression, je trouve, parfois, de trouver sa voie, d'être suffisamment en écoute et avoir du recul pour trouver sa voie et aussi l'accepter, hein. Oui, puis je pense que dans pas mal de carrières, tu peux avoir un semblant de séparation vie professionnelle, vie personnelle. Oui, Quand tu es artiste, c'est toi qui crée ta carrière et elle s'inspire forcément au moins un petit peu de toi. Et du coup, je complètement. pense que quand dans ta vie personnelle, tu fais un rejet de ton art, Oui, c'est très compliqué c'est très de compliqué. continuer à se Ouais. rapprocher de ça, quoi. Complètement. Et puis, il faut... l'entourage aussi compte beaucoup, même si on peut dire aussi qu'il compte pas, dans le sens où forcément à un moment donné ça vient peser si les gens autour ne comprennent absolument pas ce qu'on fait et limite ont du rejet pour ce qu'on fait. Donc ça aussi ça peut peser dans on se dit, mais est-ce que je fais le bon choix ou bon. Et mais bon, après avoir et je pense aussi qu'on regarde, je suis la politique sans être complètement engagé, mais c'est aussi trouver, se dire, politiquement, où est la place de l'art, surtout qu'on a vécu des périodes de divertissement et commercial où on ne sait pas trop où est le divertissement, où est l'art, et même si je trouve que c'est des questions qui doivent pas se
prendre la tête non plus, parce que ça doit se croiser de manière organique. Mais parfois, ça peut, on se dit, mais où se situe le curseur Ouais. où se situe aussi l'artiste dans ses différents engagements. Enfin bon. Ouais, c'est des questions philosophiques, mais qui forcément, quand tu remets tout en question, Exactement. tu remets aussi ça en question. Exactement, En fait. exactement. Parce que quand on observe les choses où c'est censé être engagé artistiquement, et en fait, ouais, c'est ça, c'est trouver des choses qui sont à la hauteur de nos ambitions artistiques aussi. Hein. Mm. Et aussi de sentir que le discours ambiant est aussi à la hauteur de là où on se projette. Et des fois, quand ça se déconnecte ou c'est pas synchronisé, où on sent qu'on n'est pas à sa place, c'est pas toujours évident de construire du coup son propre discours et sa propre place. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible avec un peu de temps, de patience et d'introspection. Un peu de recul. Et un peu de recul, exactement. Exactement. Et donc là, tu nous parlais donc de cette formation que tu as fait. Donc aujourd'hui, tu enseignes aussi la danse. Alors aujourd'hui, je m'engage dans un projet pédagogique pour enseigner dans un conservatoire, la danse moderne jazz. Et c'est un beau projet et c'est marrant comment ça s'est organisé. Je pense que ce qui a été aussi déterminant, donc étant des Caraïbes, voilà, je suis issu d'une autre histoire. Et il y avait aussi cette question-là qui pesait pour moi. C'était comment faire la synthèse de tout ce bagage historique et de l'intégrer dans ma pratique. Et j'ai lu un bouquin sur la décolonisation de notre imaginaire et de notre regard. Et j'ai écrit un petit rapport de stage qui est venu un peu faire la synthèse de tout ça. Et je pense que ça aussi, ça m'a un peu donné des pistes sur comment j'avais envie de trouver, de construire en tout cas mon, mon projet pédagogique et aussi mon projet artistique. Et donc c'est vraiment dans l'idée de faire la synthèse de tout ce métissage. Je pense qu'il y avait ça aussi qui n'était pas évident, c'est comment faire, comment rendre, en faire une force, tout ce métissage. Et donc du coup c'est arrivé de se sentir bien centré dans justement ces mélanges-là. Et traverser aussi cette réflexion-là, je pense que ça aussi, ça m'a permis de trouver un nouvel élan dans ma pratique. Et ça se matérialise comment, du coup, dans ce projet ? Alors, dans l'idée, parce que c'est pas encore complètement abouti hein, dans l'idée, c'est que moi, j'ai commencé la danse en faisant des danses afro-caribéennes et aussi des danses modernes issues des courants artistiques américains et européens. Et la danse jazz, par définition, elle est aussi issue de cette rencontre entre l'Afrique et l'Europe et les États-Unis. Donc en fait, c'est de se dire, ce qu'on emprunte aux danses africaines, aux danses classiques, aux danses jazz sociales, aux danses modernes, même aux danses contemporaines, que toutes ces pratiques, elles donnent que toutes ces connaissances se croisent pour donner une nouvelle gestuelle. La danse jazz, elle a déjà beaucoup évolué en faisant une synthèse de ce qui se passait socialement. Et du coup, c'est d'être un peu dans cette réflexion-là. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, moi, je sais que je l'ai traversé dans mon corps en faisant danse africaine, danse moderne, danse jazz, danse classique. C'est de voir comment je peux transmettre tous ces savoirs, mais de manière de manière égale entre guillemets, qu'il n'y a pas l'une qui se positionne plus qu'il n'y ait pas de hiérarchie en fait, que chacune soit au même niveau. Donc voilà. Et là, ton idée, c'est du coup en fin d'année au conservatoire de créer une chorégraphie qui mêlerait tout ça ? Alors oui. Tout au long de l'année, en fait, j'essaierai en tout cas, de les emmener vers cette gestuelle-là. Je ne sais pas comment ça va se traduire, hein, parce qu'évidemment, comme c'est un conservatoire, on a des exigences de critères
pédagogiques, enfin des objectifs, je dirais plutôt pédagogiques avec les élèves. Mais en tout cas, moi j'aimerais que ça se développe dans cette esthétique-là ou dans cette réflexion-là. Et finalement, aussi les projets que je fais à côté en danse. Oui, voilà, c'était une de mes prochaines questions, c'était de dire, donc là maintenant tu fais tes projets donc, en tant qu'enseignant, mais tu veux aussi continuer à faire des projets extérieurs vraiment en tant que danseur avec d'autres metteurs en scène. Ouais. Oui, et puis même si je travaille avec d'autres chorégraphes qui en général ils ont eux-mêmes leur propre gestuelle, ils ont leur propre esthétique. Mais en tout cas, que moi, en tant que danseur, ce que je leur apporte, que je leur propose quelque chose qui est motivé, en tout cas, par cette réflexion-là, d'être En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de danser aujourd'hui. Même si je danse avec d'autres chorégraphes, leur dire que, voilà, en tant que danseur, je viens avec une gestuelle qui est issue de tout ce mélange-là. Et cette approche de la danse en conservatoire, tu l'avais déjà eu toi en tant que danseur ou c'est la première fois que tu vas faire ça dans un conservatoire? C'est la première fois que je vais faire ça dans un conservatoire. J'avais déjà enseigné dans un conservatoire en Normandie, mais j'étais même si je cherchais à transmettre quelque chose qui vient comment dire, de ma sensibilité, j'étais quand même dans reproduire ce qu'on m'avait appris. Donc j'étais dans un schéma où on m'a dit un cours se passe comme ça, le vocabulaire académique de la danse il est comme ça, donc je transmets ça sans vraiment faire comment dire, sans l'avoir vraiment digéré. Et alors que là, j'essaye d'un peu de prendre la distance parce que je me dis que de toute façon, je l'ai traversé dans le corps, donc je vais transmettre et aussi prendre le recul par rapport à ce que je vais transmettre, parce que sans me dire il faut que ça soit d'une certaine manière, mais que peu importe ce que je vais transmettre, ce sera quelque chose. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que ces années en tant que matelot, tu les décris comme des années où tu as voulu totalement couper de la danse. Mais au final, tu as tellement fait un chemin personnel que ça a quand même transformé ta carrière de danseur. Complètement. Et ce qui est assez impressionnant. Et c'est pour ça que je crois beaucoup qu'il faut... Alors, très spirituel, hein. Il faut être à l'écoute de soi quelque part, ce que notre cerveau, notre corps nous dit. Alerte, là, il faut que tu changes quelque chose. Et en gros, c'est ce que j'ai fait quand j'ai arrêté la danse. J'ai pas du tout maîtrisé, c'était pas du tout voulu, c'est vraiment arrivé, j'avais pas le choix. Mon corps me l'a imposé. Et je l'ai fait. Et en fait, aujourd'hui, je vis la danse comme je l'avais jamais vécue. Évidemment, il y a la maturité, il y a tout ça qui vient s'installer, mais en tout cas, je suis très reconnaissant de comment ça s'est passé jusqu'à présent et puis de pouvoir vivre la danse comme je m'apprête à la vivre. Évidemment, c'est un peu vertigineux parce que c'est assez impressionnant. C'est beaucoup de boulot. C'est très ambitieux aussi comme démarche. Mais je suis en tout cas, je suis très excité et motivé de pouvoir m'embarquer dans ce projet-là. Oui, et c'est ça, si on te l'avait dit au moment où tu avais arrêté la danse. Absolument pas, mais vraiment absolument pas, parce que pour moi, c'était fini. C'était fini. Enfin, c'est pas vrai. J'ai toujours su que j'allais revenir, mais différemment. Donc, si je suis vraiment honnête, je savais que j'allais pouvoir revenir, mais différemment. Et ouais, en fait, en réalité, je me disais que j'allais... Parce que assez vite, l'idée de faire des projets différents s'est installée. Donc j'ai arrêté la danse en me disant... Parce que en rencontrant des gens, même sur des bateaux, et ce qui est marrant, c'est que la vie, finalement, c'est un petit milieu, parce qu'on se rend compte que on rencontre plein de gens qui nous emmènent exactement sur le chemin dans lequel on doit être. On attire les gens qui sont... C'est marrant, Ouais, c'est clair. Des fois, les rencontres, tu les vois pas arriver et elles changent ta vie, mais des fois par une seule phrase. Hein. Bah non, mais non, carrément. Mm-hmm. Bah, en arrêtant la danse et en allant sur le bateau, j'ai rencontré plein de gens qui bossaient autour de la danse. Donc, je trouvais ça super intéressant et que eux aussi te disent, mais t'as un super profil, en fait. C'est dingue ce que tu as fait, il faut que... Et là, on me disait, ah ok, tu as amené la danse sur les bateaux. Ok. Et au début, je me disais, mais il raconte n'importe quoi. Mm-hmm.
Et aujourd'hui, je me dis, bah, pourquoi pas. Là, même encore aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, mais on va faire des cours de danse en navigation sur des bateaux. Ah, c'est trop bien. Donc ouais, pourquoi pas, hein. Donc il y a plein de choses qui se dessinent comme ça de manière naturelle. Et c'est pour ça que ça restait un peu... Je me disais, bon, je vais pouvoir peut-être faire la danse, même si je suis sur les bateaux, mais peut-être différemment. Et ces rencontres que tu faisais à ce moment-là et qui ont été si précieuses, tu as des souvenirs particuliers de personnes ou de conseils qu'on a pu te donner à ce moment-là? Euh, Alors ça n'a pas été des mots... c'est pas verbatim ce qu'ils ont dit, c'est pas mot pour mot ce qu'ils disaient, mais c'est la sensation de dire, mais en fait, tu... tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux d'un instant que tu en as l'envie. Et souvent que j'étais un peu, comment dire, euh, il y avait un potentiel qui était là et qu'il fallait simplement l'exploiter. Il y avait plein de choses possibles et il fallait simplement que je me lance. Plein d'idées. Et c'est super de voir les gens qui te lancent comme ça plein d'idées en disant tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux... mais c'est surtout la sensation de me dire, mais en fait, je peux faire ce que je veux, je peux lancer n'importe quel projet, n'importe quelle idée. Et que qu'il y avait des personnes qui étaient là pour l'accueillir. Ça, c'est top. Mais c'est ce que je trouve aussi très intéressant et rassurant, en fait, dans ton parcours. C'est que je trouve qu'on a souvent l'impression, et en fait, c'est souvent ce qu'on nous dit quand on nous demande, après le bac, finalement, un peu de choisir ce qu'on veut faire de notre vie. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on nous inculque que c'est pour la vie et que tu fais vraiment un choix et qu'une fois que tu as pris une voie, c'est fini. Enfin, ce sera ça toute ta vie. Ouais. Et en fait, finalement, tu vois que tu as réussi à passer dans des carrières, mais tellement différentes les unes des autres. Ouais. Et en fait, finalement, il n'y a pas forcément un chemin de vie que tu vas suivre tout le temps, quoi. Mais il y a plusieurs choses qui me sont arrivées. Je m'étais jamais imaginé les vivre. Une fois que avant de commencer la danse, je m'étais jamais imaginé que je pourrais danser autant et avoir une carrière vraiment chouette en danse. Et pourtant, j'ai dansé des super projets pendant 15 ans. Quand j'arrête et quand je dansais, jamais je m'étais imaginé que ça allait s'arrêter. Je me disais, j'allais être comme certains danseurs qui sont quasiment... pour moi, c'était Dalida. Je vais mourir sur scène, presque. Donc, et puis, souvent, des parcours comme ça, on se dit, c'est tout tracé, donc tu vas faire ça. Et donc, le jour, quand ça s'arrête, ça fait bizarre. Puis c'est vrai que parfois, on a quand même, je trouve, l'idée que des carrières de sportifs s'arrêtent sur blessure. Ouais. Et en fait, c'est vrai que toi, tu as dû faire ce choix-là d'arrêter au moment où tu étais à ton pic, mais sans avoir de problème de blessure, mais juste parce que tu n'en pouvais plus. Alors, il y a eu quand même des petites blessures, mais c'était pas des blessures qui ont pesé dans la balance. Et aussi, je pense que c'est des blessures qui arrivaient parce qu'il y avait de la fatigue. Ouais. Il y avait de la fatigue, et puis il y avait quand la raison de vivre son art, elle est pas claire, où on n'y trouve plus de sens. Il y avait tout ça en fait qui se mélangeait. Il n'y a plus le sens de pourquoi je fais ça, la motivation, et surtout que ça vient être ça vient s'opposer à notre propre vie personnelle. Donc oui. Ça, c'était dur aussi. Hein. Ouais. Oui, puis à tout ce que tu as vécu, je pense que parce qu'après, aujourd'hui, tu le vois avec le recul de ce que ça t'a apporté, ce que tu as fait après. Ouais. Mais à l'instant T, au moment où ça se passe et où tu arrêtes, ça devait être super dur quand même de prendre cette décision. Oui et non. C'est-à-dire, ça a été une rupture, une séparation qui était bénéfique. C'est-à-dire, c'est comme la séparation où tu dis, oh, heureusement que... c'est libérateur. Ah, c'est libérateur. Ah, pour moi, quand j'ai arrêté la danse, c'était libérateur. Je me suis dit, je n'ai plus besoin de mettre un pied dans un studio de danse. Ouf. Ouais, c'est fou, hein. Et donc ça, c'était top. Et je me dis, maintenant, j'ai la vie de moi, je peux faire ce que je veux. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me rappelle, je croisais une personne par hasard que je connais pas, mais on s'était croisés dans les studios de danse pendant plusieurs années. Et elle me dit, elle me voit à un feu, passage piéton, mais vraiment le temps du feu. Elle me dit, ah mais je te reconnais, t'étais dans le studio de danse et tout, tant d'années et tout. Ah mais je te vois plus, qu'est-ce que tu fais?
Et donc là, le temps du feu, je lui raconte, j'ai arrêté la danse et tout. Et elle était complètement choquée, elle comprenait pas. Parce qu'effectivement, à l'époque, je ne vivais que par la danse. Je passais des heures interminables dans les studios de danse. Et là, je lui explique ouais, j'ai arrêté la danse et en fait, je me lance dans ma deuxième vie. Et c'est vrai que cette phrase, ça l'avait surpris, hein, en me disant, mais en fait, oui, on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Et la sensation de cette phrase, à ce moment-là, en fait, avait vraiment résonné en moi en me disant, effectivement, là, je peux vivre ma deuxième vie. Et, et ça, c'est très libérateur de se rendre compte vraiment qu'on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas. Moi, la façon dont j'ai vécu la danse à un moment, je me suis vraiment enfermé avec des œillères en me disant, non, ça va être comme ça. Et souvent, le parcours de danseur, il peut être formaté comme ça en se disant c'est la danse, la danse, la danse, la danse. C'est bien de vivre de son art, d'être vraiment imprégné de son art, mais je pense que c'est important et c'est très sain de pouvoir être nourri d'autres choses parce que ça peut nous renfermer et pas nous donner les capacités de vivre pleinement et de construire de beaux projets. Hein. Oui, voilà, tu n'avais même plus le temps de penser à tes projets à toi, finalement. Ouais. Et si on reprend vraiment au tout début, parce que quand tu t'es présenté, tu disais que tu avais toujours voulu danser et que finalement, c'est à 15 ans que tu as réellement commencé à prendre des cours de danse. Oui. Ça, tu l'expliques comment t'avoir attendu finalement assez mes tard. parents et le chirurgien orthopédique qui a dit à mes parents parce que j'ai une malformation des jambes en génu-valgum, si je me trompe pas, en fait, les jambes marquées et puis en hyperextension, qui a nécessité une chirurgie orthopédique assez lourde, donc fracture des jambes pour les redresser, pose d'attelle. Donc j'étais gamin, donc j'avais moins de 7 ans, même moins de 5 ans, je crois. Et donc, voilà, sous les conseils du chirurgien orthopédique, mes parents me disaient, mais aucune activité sportive n'est envisageable. Et je pense que je dois avoir 7-8 ans, et j'avais vu un spectacle de danse, et j'avais dit à mes parents, je veux faire ça. Donc je pense déjà très gamin, j'avais envie de faire ça. Mes parents ne voulaient pas le faire au début, sauf que je dansais partout. Dès qu'il y avait des anniversaires, des soirées, je dansais tout le temps. Et gamin, plus jeune, entre 8 et 12 ans, mes parents m'ont quand même inscrit à un groupe de danse folklorique. Ouais. Donc c'était danse folklorique des Antilles, la biguine, le gros cal, des choses comme ça. Et je me débrouillais très bien. Et donc j'ai fait ça peut-être 1 an ou 2. Et donc c'était peut-être le collège. Et c'est en arrivant au lycée que là, j'ai recroisé une amie qui dansait dans une école où là, elle faisait de la danse moderne, classique et jazz. Et là, j'ai dit, waouh, je veux faire tout ça. Et la prof était top. Et comme j'étais le seul garçon, elle me dit, tu viens au cours 2 à 3 fois par semaine. Donc à 15 ans, j'ai commencé comme ça et j'ai commencé tout de suite avec le cours avancé, intermédiaire avancé chez eux. Et en même pas 3 mois, j'avais un niveau proche des plus avancés. Hein. Et finalement, tu n'as plus été embêté par ces problèmes de santé que tu avais eu enfant? En fait, j'y ai pas pensé jusqu'à très récemment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'y pensais pas. Donc, je sais plus quand est-ce que c'était, on va pas compter les années, mais c'est pas loin de, je dirais 97, 98 peut-être. 97, 96, 97. Et en fait, c'est en 2007 que là, j'ai dû faire une opération pour pouvoir enlever un morceau de l'attelle qui est resté dans les jambes, pour le coup. Parce que, entre-temps, j'avais commencé la danse en pro. Et là, ça avait bougé un peu et ça nécessitait une intervention. Mais même au moment de cette intervention, j'y pensais pas. Tant que ça, c'était le chirurgien orthopédique que j'ai rencontré après. Quand je lui ai annoncé ce que je faisais, je lui ai dit que j'étais danseur. Enfin, parce que du coup, je l'ai revu le même, mais des années plus tard, pour cette opération-là, il était... J'avais pas saisi, même... en fait, c'est que maintenant que je saisis à quel point, en fait, ça a été un... J'ai jamais pensé que c'est un obstacle, je l'ai jamais posé comme un obstacle, j'avais simplement envie de danser, je l'ai fait. Pourtant, on m'a dit pas d'activité sportive, mais en fait, ça a jamais, j'ai jamais pris ça sérieusement. Et puis c'était plus fort que toi, en fait. C'était plus fort que moi, j'avais envie de danser, rien n'allait m'arrêter. C'est que maintenant, je mesure un peu
l'enjeu que ça a été et que j'ai traversé ça sans vraiment me poser. Mais j'avais pas non plus envie de me victimiser ou me morfondre, de me dire oh, regardez, euh, parce que ça, pour moi, j'ai jamais vécu comme ça. Et je pense que je sais pas qui autour de moi me l'a transmis que je pouvais faire ce que je voulais, mais parce que j'ai été très sportif aussi. Je fais du volleyball, du handball, je fais de l'athlétisme. Je voulais absolument faire du sport aussi. Et bon. Et donc, c'est qu'à 15 ans que je me suis lancé dans la danse à ce moment-là. Et même à cette époque-là, je faisais pas attention. C'est-à-dire que je cherchais pas à faire attention parce que j'avais un souci avec les jambes. Je savais que c'était un souci, mais pour moi, c'était autre. Ça devait pas venir m'empêcher de faire la danse. Oui, c'est ça. Si tu pouvais quand même danser, ça allait. Quoi. Ça allait, quoi. Et donc, si tu avais quand même cette idée d'en faire une carrière, pourquoi au départ tu es allé en fac d'histoire? En fait, moi, le simple fait de danser, ça m'allait. Comme je viens d'une famille, personne n'est artiste, hein, vraiment. Donc, pour eux, ils ont des années-lumière hein, de ce monde-là et de comment cheminer vers devenir artiste et en vivre. Ils n'ont vraiment aucune idée, donc du coup personne ne pouvait vraiment m'orienter. J'avais plutôt des amis comme je me débrouillais à l'école, j'avais mes amis et mes parents qui m'orientaient plus vers des études d'histoire. Bon, j'hésitais entre histoire et fac de psycho, et bon, j'aurais préféré psycho, je pense, mais bon, il m'a orienté vers une fac d'histoire. Et donc voilà, c'est le parcours que beaucoup de parents veulent. Ouais, tu vas faire une fac d'histoire, peut-être devenir prof d'histoire. Je pense que oui, mes parents me voyaient prof d'histoire. Ouais. Oui, finalement, quand tu rentres en fac d'histoire, j'en sais rien, je vais peut-être me faire taper dessus par des gens en fac d'histoire. Mais c'est vrai qu'en général, on a l'idée que... Ouais, tu peux faire de la recherche. Oui, c'est très lié. Parce que même si tu fais de la recherche et que tu écris, t'es enseignant-chercheur souvent. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est quand même assez lié à l'enseignement. Ouais. Carrément. Donc finalement, j'ai coupé la part en deux. Je finis quand même enseignant, mais autre chose. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc là, à quel moment de ta fac d'histoire tu te dis j'abandonne, je vais faire la danse? Au moment où je suis en pleine danse, au moment où je dois faire 6 heures de cours de danse par jour et que je vais en cours de proto-histoire. C'était proto-histoire ? Je sais même pas ce que ça veut dire. Je me rappelle plus. Et là, pour le coup, c'est assez triste. Ouais, j'étais en cours de proto-histoire. Je me rappelle même plus tellement. Et en fait, et le cours, il était tard. Hein. Il était à 18h. Donc après avoir dansé 18h, tu te retrouves dans un cours où on te parle de la science. En fait, je sais pas si c'est... Non, c'est historiologie. Ouais, c'est un cours sur la science de l'histoire. Et en gros, c'est sur... et je confonds peut-être les deux cours. Hein. Quelqu'un va peut-être me corriger. Les commentaires de ce podcast vont être durs. Mais en tout cas, c'est d'être dans ce cours qui est certainement passionnant, mais j'étais beaucoup plus passionné à ce moment-là par les flick ball change et les triplettes et les grands sauts. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, non mais... Mais aussi, j'ai eu un prof d'histoire contemporaine qui était assez... Et je sais, jusqu'à ce jour, je ne sais pas trop comment prendre sa réflexion. J'étais plutôt doué qu'on appelle ça, en exposé. Donc, dès que je faisais un exposé, en présentation, j'étais assez à l'aise. Par contre, à l'écrit, c'était assez violent. Et en fait, un jour, après avoir fait mon exposé sur, je sais plus, en plus c'est dommage que j'ai tout oublié, c'était sur un peu la fin de l'Union soviétique, qui correspond un peu au changement qu'on passe de l'histoire moderne à l'histoire... enfin, en tout cas, à un tronçon de l'histoire contemporaine. Et il avait adoré ma présentation. À la fin de ma présentation, il me dit, on peut se parler dehors. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Dites-le si je vous dérange. Et en gros, je l'avais super mal pris, quoi, parce que je me suis dit, putain, il trouve que j'ai pas le niveau, et ce qui était pas faux non plus, parce que mes travaux travaux digérés, mes notes étaient catastrophiques. Par contre, mes notes à l'oral, elles étaient top.
Donc, je m'étais dit, putain, je suis trop nul. Du coup, moi, je me suis dit, je suis trop nul et tout. Et je pense qu'avec le recul, il devait se dire, mais en fait, tu sais pas où est-ce que tu dois être encore, hein. Ouais, mais Tu... en même temps, enfin, les débuts de la fac, on est petit. On est C'est petit, dur ouais. de savoir ce qu'on veut faire. C'est super dur. Mais c'était ma deuxième année. Ouais, mais tu vois, deuxième année, t'as quoi? T'as même pas 20 ans? En plus, à l'époque, c'était le DUG. Le DUG, c'était vraiment un bourrage de crâne, c'était Ouais. l'anarchie un peu en termes de formation. Je crois qu'ils ont un peu changé, ça se passe un peu mieux, mais à l'époque, c'était... Et surtout, quand je trouve que la transition lycée directement fac peut, selon ton parcours, être assez violent. Ah bah oui, puis en fait, souvent, c'est le moment où tu pars de chez tes parents, tu te retrouves dans Carrément. une ville que tu connais pas, tu Carrément. changes de copain, enfin, c'est un peu, Carrément. c'est violent même Ouais. personnellement, pas Ouais. pas juste au niveau des cours, quoi. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas trop comment l'apprendre, mais bon, j'ai décidé de l'apprendre en me disant qu'il se disait, bon, c'est quelqu'un qui a du potentiel, mais qui sait absolument pas où est-ce qu'il doit être. Et je sais pas si c'est venu un peu m'orienter ou nourrir mes réflexions pour arrêter l'histoire, mais ma prof, du coup, je continuais les ateliers chorégraphiques à la fac, et c'est comme ça que ma prof, elle, à un moment donné, elle me dit, mais alors, je sais pas si les profs se sont concertés, s'ils se concertaient beaucoup à l'époque, mais en fait, c'est elle qui m'a dit, ben, écoute, moi, j'ai ma fille qui danse, elle est dans une école, va auditionner pour l'école. Je pense que tu peux en faire ton métier. Et Ouais, cette t'as offert la phrase-là, danse, en fait. ouais, elle me dit, tu peux en faire ton métier. Mais moi, cette phrase, je sais absolument pas ce que ça veut dire. J'ai aucun danseur autour de moi. Et quand j'ai commencé la danse, ça a été aussi la découverte. C'est-à-dire que j'avais zéro culture en danse, donc il fallait que j'apprenne tout, que je découvre tout, les différentes institutions, les différents artistes chorégraphiques. Enfin, c'est là que j'ai découvert tout un monde qui aujourd'hui a pris, enfin vraiment pris, euh, où je mesure un peu ce que c'est le parcours de danseur. Mais ça, du coup, j'ai vraiment pu l'avoir à 19 ans. Donc c'est là vraiment où ça a commencé, hein. Et Et là, encore, ça évolue, hein. Oui, c'est sûr. À ce moment-là, ta famille qui te voit prof d'histoire, elle te soutient dans ce changement? Non, absolument pas. Il me dit, si c'est comme ça, ben, zéro soutien. Ah, super. Donc, faut trouver une bourse, faut trouver du boulot, donc ça a été ça, mes premières années de danse. Enfin, non, en fait, ça a été ça à partir du moment où j'ai commencé la danse. Donc, eux, ils me suivaient plus. À partir de ce moment-là, ils me suivaient plus. Enfin, ils me suivaient à moitié, mais financièrement, ils ont dit, ben là, si t'arrêtes la fac d'histoire, ben, nous, on suit plus complètement, quoi. Oui, parce qu'ils croyaient... Bah, en fait, ils connaissaient pas, donc ils croyaient pas au fait que c'était possible. Ouais. Oui, je pense qu'ils connaissaient vraiment pas, mais je peux les comprendre parce que souvent quand on vient de milieux comme ça, enfin, on n'est pas baigné dans le monde de la danse, on sait pas. Moi, je me rappelle, c'est très touchant parce que je me rappelle toujours de la réflexion de ma mère quand elle m'a vu danser sur scène vraiment en compagnie. Donc, elle m'a vu plus jeune. Mais c'était des petites associations. Tu dis, mon gamin, il fait ça pour le plaisir à côté. Mais là, de me voir sur scène avec une compagnie professionnelle dans un festival de danse à Jazzhorn, qui est vers Mortagne, le festival de Mortagne-Perche. Et en plus, c'était un festival où je dansais avec 3 compagnies différentes. Donc, j'étais le seul danseur à faire ça. Enfin, et du coup, quand ma mère est venue, j'avais pas le temps de vraiment passer du temps avec elle. Donc elle venait regarder les répétitions et c'était mes collègues danseurs qui passaient du temps avec elle. Et en fait, du coup, ça, elle me l'a pas dit à moi directement. Elle a dit à mes amis danseurs que au départ, elle soutenait pas du tout ma démarche de devenir danseur et que là, qu'elle était fière en fait. Et, Oui, je pense qu'au final, une fois que tu réussis, elle est fière, mais elle devait juste pas penser que bah que oui, c'était possible, quoi. bah oui, oui. Mais c'est étonnant aussi, ma mère a toujours été ma première, comment dire, ma meilleure critique en danse. Mais les réflexes, enfin les retours les plus fins que j'ai eu en danse, ça a toujours souvent été ma mère.
Ouais. C'est Alors marrant. qu'elle s'y connaît pas en danse, hein, mais elle a quand même une sensibilité par rapport à la danse très, Ouais, tu vois, très bizarrement, fine. c'est Ouais. du coup, la mienne va l'entendre dans cet épisode, parce qu'elle l'écoutera, mais finalement, la personne qui me fait le meilleur critique sur le podcast, c'est aussi ma mère. Comme quoi, Je hein. trouve qu'ils sont assez objectifs, en fait, sur Ouais. ce que tu fais. Je Donc oui, comme confirme. quoi, même quand c'est pas leur milieu, ils arrivent. En Ils fait, c'est arrivent ceux à... qui s'intéressent le plus à ce qu'on fait quand même, au fond, Complètement, je pense. complètement. Et puis, ce qui est chouette, c'est que comme ils baignent pas dedans, ils ont un regard assez neutre et objectif, hein, je Ouais, trouve. ouais, ouais. Puis Ouais. du coup, je pense qu'ils veulent avoir quelque chose à dire, donc ils accordent Aussi, une attention aussi. particulière. Et puis, ils partent sur leur ressenti, vraiment sur ce qu'ils voient, ce qu'ils reçoivent aussi, hein. Ouais. Ouais. Et c'est à quel moment tu t'es présenté? Est-ce que dès le départ, quand tu as arrêté la fac, tu as réussi à dire je suis danseur quand tu te présentais, ou tu as eu une petite phase de j'aimerais être danseur? Ben non, parce que toujours tu portes. Je pense que c'est très récent, hein, de me dire que je suis danseur. Parce qu'il y a tellement de façons de l'être, hein, et tout le monde, beaucoup de personnes aussi, se revendiquent danseurs. Et on fait aussi beaucoup par rapport à ce qu'on voit. C'est-à-dire que est-ce que je m'associe à ce mouvement-là, ce courant-là. Donc ça a mis du temps, en fait, pour assumer, me dire bah, je suis danseur parce que je le suis. Par exemple, moi, ça m'arrivait aussi dans un autre contexte d'aller à la poste, de dire des fois, on ne sait pas pourquoi en échange, on part dans des échanges avec des personnes. Et là, la guichetière, on discute, je finis par dire que je suis danseur. Et, et elle me dit ah oui, mais danseur en club? Oui, non, alors non. J'ai absolument rien contre les gogo danseurs. C'est sûr que c'est quelque chose, je suis sûr que je m'éclaterais à le faire. Mais non, en fait. Oui, il y a une autre manière de danser. Il y a plein d'autres manières de danser. Donc en fait, il y a eu ça aussi. C'est que le retour des gens, même en soirée avec des potes qui font plein de trucs différents. Et là, tu arrives, tu dis oui, je suis danseur jazz. Quoi? Alors, entre les waouh, tu sais faire le grand écart, et oui, ça continue. Il y en a encore qui le demandent. Et puis aussi, finalement, en plus de ça, on rajoute le fait que je suis danseur jazz. Donc, danseur classique, voilà, on a un peu l'imaginaire qui est construit autour de ça. Danseur contemporain ou performeur, on peut s'imaginer. Mais alors là, danseur jazz, qu'est-ce que c'est? Et même pour la pratique de la danse jazz aussi, elle a un peu comment dire? Elle fait face à ce défi-là d'exister parce qu'elle est issue aussi d'un métissage impressionnant de l'histoire. Mais bon, donc on arrive et on dit qu'on est danseur jazz. Bon, donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à un peu situer où je me trouve dans cette pratique. Bon, aujourd'hui, ces réflexions me permettent de dire, bah oui, je suis danseur, performeur. Je pense que je m'identifie plus à danseur-performeur. Ouais, tu trouves plus ta place là-dedans. Ouais. Et toi, tu dirais que c'est à quel moment qu'on peut considérer qu'on a réussi dans la danse? C'est très personnel, hein. Je pense que c'est... C'est très personnel, après ça peut être subjectif, hein. Je veux dire, est-ce qu'on réussit? Je pense que c'est tout un parcours, hein, qui évolue. Et je pense qu'on réussit peut-être à différents moments. Je pense qu'il y a toujours des moments clés, en fait, où on réussit quelque chose et ça passe à une autre chose. Donc c'est quelque chose qui est mouvant et qui évolue. Et donc moi, c'est très personnel, c'est par rapport à soi, et peu importe ce qu'on fait, on réussit quelque chose. Enfin, en tout cas, je trouve pas le mot, mais oui, on réussit quelque chose, quoi, qui fait qu'il y a un aboutissement. Et cet aboutissement, c'est un... j'ai le mot en anglais, achievement. Mais, Ah putain, je l'ai pas. Un accomplissement? un accomplissement, ouais, voilà. Quand on accomplit quelque chose, pour moi, cet accomplissement-là, on peut dire qu'on est artiste à ce moment-là, face à cet accomplissement-là. Ouais, mais du coup, il n'y en a pas forcément qu'un seul, c'est vraiment selon les étapes. Exactement, ouais. Je pense que c'est en plusieurs étapes. L'accomplissement lui-même, c'est un cheminement, parce qu'il évolue, il prend différentes formes, et on le voit quand on réalise un projet.
voilà, il est abouti, on l'a accompli, bah, tout d'un coup, ça prend une autre dimension. On se dit, bah, en fait, ouais, je vais aller dans cette autre direction-là, je vais le pousser plus loin. Euh, Ce qui n'est pas évident à faire, c'est de mesurer dans un accomplissement, ben, là, de baigner dans cet accomplissement-là et de s'en servir pour pouvoir avancer. Ouais, de comprendre sur le moment que c'était un accomplissement Ouais, aussi, ouais. parce que souvent on passe de suite à une autre quête Oui, ouais, et on ouais. s'arrête pas vraiment, et peut-être tant mieux d'un côté, mais... Oui, tant mieux, c'est bien aussi de pas trop de continuer à avancer, hein. Le mouvement aussi, il est très bien et je pense que c'est naturel. Ça. Quand on aura besoin voilà, de mesurer l'accomplissement, bah, ça se fera. Et puis tant que ça bouge, bah, faut continuer à avancer et de faire. Je pense que c'est une chose que je réalise aujourd'hui, c'est vraiment le faire, quoi. C'est peu importe euh, ce que peut-être pas, peu importe ce que c'est. Mais, mais en tout cas, c'est d'être dans le faire, hein, de tester des choses et c'est comme ça que ça vient et c'est comme ça aussi enfin, on avance hein, surtout, hein. Ouais. Ouais, est-ce que tu penses que c'est intéressant, enfin, quand on commence, je pense quand on commence dans une carrière qui nous fait rêver, on a peut-être un plan de carrière bien tracé. Est-ce que tu penses que ça peut nous limiter d'avoir ce plan de carrière-là? Est-ce que c'est une Oui. bonne chose de l'avoir finalement? Oh oui. Oh oui, parce que le potentiel nous dépasse. Et de vouloir peut-être il faut baliser un peu le chemin pour se donner une idée de où est-ce qu'on va, mais il faut le baliser de manière assez ouverte. Quand on commence à trop resserrer les choses en faisant un plan très précis, on peut passer à côté des choses, même en les vivant, on peut passer à côté de ce que ça peut, de tout le potentiel de ce que ça devrait être. Donc, je pense que le potentiel nous échappe. Donc, essayer d'être comment dire, à l'écoute de ce potentiel-là, il faut prendre du recul et peut-être ouvrir son champ. Je pense qu'il faut vraiment être très, très, très ouvert à l'écoute des choses, parce qu'on a un potentiel qui, je sais pas comment le dire autrement, mais là je me répète un peu, mais ouais, en gros, le potentiel nous dépasse. Donc, il faut baliser son chemin, mais laisser le plus ouvert possible, hein. Ouais, s'ouvrir à d'autres opportunités, Complètement, ouais, complètement. Ouais. même si c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Ouais, et puis parfois, les opportunités qu'on considère qui seront les moins intéressantes, c'est celles qui apportent le plus, hein. Tu as eu des expériences, par exemple, qui prouvent ça? Euh, oui, oui, parce que j'étais parti pour avoir un parcours classique, enfin classique dans le sens euh, une danse, formation de danseur dans une école pour devenir danseur en compagnie, donc suivre ce parcours-là. Et en général, dans ces écoles-là, on n'ouvre pas vraiment le champ pour faire différents types de spectacles, que ce soit du cabaret. À l'époque, je n'étais pas spécialement ouvert à la comédie musicale. Euh, et ça, par exemple, j'ai fait des plans cabaret dans des bleds pas possibles, dans des cars de seniors qui c'est leur sortie. Et en fait, c'est des super expériences. Certes, c'est pas les scènes conventionnées danse, mais humainement et ce que ça apporte, ça recentre tellement dans l'essentiel de ce que c'est la pratique que ça. Et puis aussi, on est face à des contraintes de technique du plateau ou la restriction de temps de répétition qui fait que on déploie des qu'on appelle ça des solutions qui fait que on s'amuse vraiment. Donc ça a été une expérience de me dire mais en fait ouais, je suis pas obligé de danser qu'en compagnie ou je peux faire aussi des petits cabarets et dans des choses beaucoup plus légères. J'aime pas mettre ordre de mais bon, des choses différentes. Moins conventionnel. Moins conventionnelles, ouais, peut-être, exactement. Ouais. Et qu'on s'éclate tout autant et que. Ouais, ça a été très enrichissant pour ma danse aussi, hein. Ouais. Ouais. Et est-ce que ça n'a pas aussi un côté rassurant de se dire justement, même si à ce moment-là, j'imagine que tu te doutais pas qu'au bout de 15 ans, tu voudrais arrêter, mais est-ce que
Ça n'a pas ce côté rassurant de se dire si un jour j'en peux plus d'être tout le temps sur des scènes, je peux quand même vivre de la danse en prenant peut-être un peu moins la tête ou en prenant moins de temps. C'est pas ça qui était rassurant. Je dirais que ce qui était plus rassurant, c'était l'enseignement. De me dire, ok, si sur scène, j'ai moins la possibilité, pour de multiples raisons, que je peux toujours enseigner. Pour chaque personne, pour tout le monde, comment dire, ça s'organise pas de la même manière pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, c'était comme ça que je l'imaginais. Oui, de pouvoir avoir cette transmission-là, de toute façon, à un moment donné. Ouais. Et il y a une question avec laquelle je conclue toujours, c'est si toi, aujourd'hui, tu pouvais parler au toi, enfant qui regarde ce spectacle de danse et qui se dit que tu as envie de devenir danseur, tu te dirais quoi maintenant ? Je dirais quoi ? Change rien, fonce. Fais quand même les choses. Fais quand même les choses. Fais-les. N'hésite pas. Ouais, peut-être n'hésite pas. N'hésite pas, fais-les. Ton intuition est bonne, fais-les. Merci beaucoup. C'est moi, merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!